Et nous avons la chance ce matin d'accueillir Luc Scuiten, qui aime se présenter comme un architecte utopiste, à une époque où ce terme est considéré dans la sphère politique comme la pire insulte possible. Il ne se prétend jamais être un artiste, car il ne croit pas qu'il soit correct de se nommer soi-même praticien d'une forme d'art, un label qui ne peut être conféré ou refusé que par l'opinion publique. Son engagement envers la préservation de l'environnement remonte aux années 1970. Fraîchement diplômé en Beaux-Arts, les bouleversements de mai 68, la première crise pétrolière et les mouvements underground l'ont amené à réfléchir à des modes de fonctionnement alternatifs en phase avec le retour à la nature que réclament les hippies. Cela lui a fait comprendre que nous avons oublié, peut-être trop hâtivement, que nous sommes avant tout des êtres biologiques, vivant sur une planète qui est elle-même vivante. Dans la foulée de cette prise de conscience, Luc Scuiten commence à imaginer de nouveaux espaces conçus à partir de l'étude de vastes écosystèmes tels que les récifs coralliens ou les forêts primaires. Il cherche également des solutions pour les systèmes de transport de demain. Ces représentations originales d'un avenir durable sont appuyées par le travail fait avec des biologistes de l'association Biomimicry Europa. Merci d'accueillir très chaleureusement, qui nous fait le plaisir de venir de Belgique ce matin, Luc Scuiten. Bonjour. Le dessin a une qualité tout à fait formidable, c'est qu'il parle toutes les langues et qu'on peut comprendre instantanément ce qu'il nous raconte. Si je devais vous raconter tout ce qu'il y a dans chacun de mes dessins, ça prendrait des heures et des heures. J'ai donc choisi de communiquer principalement par l'image. D'abord parce que ça me correspond bien, et puis que c'est tellement un outil de communication universel. C'est-à-dire que ce que j'ai à vous dire maintenant, ça va se passer surtout sur les écrans. Et pour moi, c'est une manière de vous inviter à rentrer dans mon imaginaire, à ouvrir une porte très large vers ce que je ressens, ce en quoi je crois, ce qui me motive, et de le partager avec vous. Cette expérience d'une vie consacrée à réfléchir à la qualité de notre environnement, la manière dont on peut vivre dans ces enveloppes, dont le nom commence par habit, puis abri, et puis habitation. Ça se ressemble très fort, et pour moi, c'est un peu une même chose. Un habit est une enveloppe qui nous protège du climat extérieur, de toutes sortes de choses, qui nous permet de nous sentir bien à l'endroit où nous sommes. Et puis, à différentes tailles, on augmente le volume, on augmente l'espace résiduel, mais on est toujours dans quelque chose qui nous est très proche, qui correspond à ce que nous sommes, à notre manière d'être et de bouger. Donc, on est dans la conception de quelque chose qui est notre prolongation. Cette première maison que vous voyez là, que j'ai eu l'occasion de créer en 1975, à la suite de pas mal de réflexions qui sont arrivées par les mai 68, les mouvements underground, la première crise du pétrole, les mouvements hippies, le retour à la nature, m'ont amené à remettre en question complètement la manière dont on pouvait envisager une habitation, tout au moins à cette époque. Et je suis reparti pas de ce qui existait, mais de ce qui était mes besoins et la manière dont la nature pouvait correspondre et pouvait m'apporter des solutions à mon logement et celui de ma famille. Comme il n'y avait pas de possibilité de trouver un entrepreneur qui pouvait construire quelque chose d'aussi difficile à définir, j'ai décidé de le réaliser moi-même avec quelques amis.
Et grande chance pour moi, venaient de sortir les tout premiers panneaux solaires. Et la firme qui les fabriquait n'avait pas pu montrer correctement comment on pouvait fonctionner avec une maison tout à fait différemment. Donc elle m'a offert 80 mètres carrés de capteurs solaires et la technique pour pouvoir les mettre en place. La même chose pour l'éolienne. Donc j'ai pu bénéficier de technologies qui à ce moment-là étaient vraiment tout à fait balbutiantes, les premiers éléments de cela. Et tout l'ensemble de la maison a été conçu sur cette idée de pouvoir couper ce cordon ombilical vis-à-vis de la société dont j'avais beaucoup de méfiance. Je ne voulais pas être relié par ce cordon à une centrale nucléaire, mais au contraire prendre toute mon énergie de l'environnement bioclimatique qui m'entourait. Donc la maison est chauffée par le soleil. Dans les sous-sols, il y a une énorme cuve de 100 000 litres d'eau très très bien isolée qui me permettait de faire un chauffage intersaisonnier. Durant toute l'année, je chauffais l'eau pour pouvoir chauffer ma maison l'hiver. Et l'électricité était donnée par l'éolienne. Cette expérience m'a permis de voir comment ça se passe, comment on peut ainsi commencer à remettre les choses autrement que ce qu'on a l'habitude de faire et de travailler sur l'ensemble des paramètres qui devaient constituer cette maison. Voilà l'autre face, la face nord qui est tournée vers la forêt, qui est refermée par ces tuiles qui changent de couleur suivant les saisons. Et là, vous voyez la porte d'entrée. La porte d'entrée, elle ne devait pas non plus ressembler à ce que l'on fait généralement. Je voulais qu'elle ait ce lien avec la forêt, mais aussi qu'elle génère des émotions. Dans nos maisons, elles sont insipides, inodores, incolores, elles ne transmettent aucune émotion, rien de ce qui fait qu'on se sent vivre. Ici, pour entrer dans cette maison, il fallait mettre sa main au centre, dans le trou que vous voyez là, qui est un gant en velours, en fourrure, et il faut manipuler avec les deux mains, de manière synchronisée, des bois pour débloquer le mécanisme d'ouverture. Un système à secret, mais un système tactile qui fait appel à tous nos sens, était important pour moi parce que ça me permettait de trouver quelque chose qui nous ramène à du fondamental, ce qui fait qu'on se retrouve dans ce que nous sommes, nos sens. Alors tout ça, ce sont des choses que j'ai créées moi-même en fonction de ce que je sentais et de mes besoins, sans avoir aucune pratique et aucune technique au départ. Simplement, dans l'idée de devoir répondre à un besoin, c'était suffisant pour pouvoir arriver à mettre en place des choses qui me semblaient vraies. Donc voilà l'escalier qui part vers l'étage, escalier bibliothèque, aucun des bois n'est redressé. Ces bois viennent de la forêt juste à côté, la scierie était à 1 kilomètre, et tout ça a été fait avec simplement les moyens du bord. Voilà le téléphone, il y a un autre téléphone tout à fait normal en dessous, mais c'était la dernière chose que j'ai faite pour que cette maison soit quelque chose qui nous correspond totalement et qui nous permettait d'imaginer que plus on se rapprochait de ce qui nous parlait, ce qui était notre manière de ressentir le monde, plus on pouvait s'épanouir, se sentir bien et continuer à aller plus loin dans cette réflexion de créer des environnements, des lieux, des espaces qui sont communicants, parlants et qui sont manière de générer ce que nous sommes vraiment réellement en profondeur. À cette même époque, j'ai commencé à réfléchir à ce que serait l'aboutissement de mon travail d'architecte si j'avais les moyens techniques et financiers pour réaliser une maison qui serait un aboutissement total. Et j'ai trouvé cette démarche excessivement intéressante parce qu'elle me donnait une sorte de
point d'aboutissement d'une réflexion et d'un travail. Donc j'ai commencé à dessiner des habitations qui soient pour moi le sommet d'une avancée vers quelque chose qui me mette complètement en phase avec la planète, avec le vivant, et qui me permet de me sentir totalement bien dans cet environnement. Il y a de multiples dessins qui ont été faits, que j'ai gardés dans mes cartons, sans jamais avoir l'idée que j'allais un jour les sortir. Et puis, au fur et à mesure que s'ils se sont accumulés et que les temps ont changé, qu'on a commencé à imaginer qu'il pouvait y avoir quelque chose dans cette démarche qui pouvait intéresser d'autres gens, eh bien, j'ai commencé à les sortir et à continuer à développer ça. Voilà un petit pavillon que j'ai construit à quelques dizaines de mètres de la première maison que je viens de vous montrer. C'était mon premier atelier d'architecture. Il a été fait avec quelques amis architectes avec lesquels je travaillais. C'est tout petit. Mais économiser l'espace et l'énergie faisait déjà partie de la démarche. Ça a été fait avec des matériaux de récupération, tout comme une grande partie de la première maison que je vous ai montrée. Les châssis, les vitres, etc. sont des récupérations, les bois aussi, et au milieu, je me trompe de côté, au milieu, il y a un arbre avec cet escalier qui monte vers la mezzanine, tel que c'était dans mes premiers dessins. Et chacune des fenêtres est un peu cette portion de paysage que l'on voit à travers les branches d'un arbre quand on habite un arbre. Ça, c'était pour moi le sommet de l'intégration d'un environnement qui soit tout à fait valorisant et qui soit en lien avec les racines, avec la planète, avec tout ça. Mais ce travail d'architecte très personnel m'a conduit après à faire d'autres propositions dans le cadre de concours ou de bâtiments publics qui correspondaient un peu à cette démarche de travailler avec ce qui est existant, avec le terroir, ce que je trouve une valeur essentielle à la réflexion. Donc, chacune de mes propositions est intimement liée à l'endroit où elle s'implante. Donc, au terroir, au sol, au sous-sol, au climat, au microclimat, à la culture des gens qui habitent, à ce qu'on trouve dans cet environnement, à la faune, à la flore, mais quelque chose qui soit la réponse à un lieu tout à fait particulier, qui donne cette force d'identité qu'il y a dans des lieux particuliers. Donc j'ai imaginé qu'une barrière de paillage pouvait être une sorte de porte d'entrée vers une région et d'indiquer la spécificité du lieu qu'on allait traverser. Ici, on est en Normandie et les fermes se caractérisent bien souvent par les fermes ancestrales, par des espaces rectangulaires qui sont fermés par ces énormes arbres fastigiés montés sur un talus et qui détermine un terrain particulier. Donc ma barrière de péage avait cette caractéristique et c'était aussi une ondulation verte avec les herbes et les graminées qui poussent à cet endroit dans une sorte de charpente, pas une charpente normande, elle était contemporaine, mais qui pouvait évoquer cette charpente également. Et l'ensemble des constructions adjacentes, les bâtiments administratifs, voyaient leur typologie imprégnée de ce que l'on trouve juste à côté, les falaises qui sont très caractérisées par ces zébrures de pierres blanches calcaires et de silex noir, mais on le retrouvait dans les bâtiments administratifs de manière à créer ce lien, l'ondulation verte au-dessus, toutes ces choses-là qui permettaient de pouvoir donner à ces bâtiments quelque chose qui était identitaire. Changer la barrière d'endroit était pour moi automatiquement changer sa configuration et son mode d'expression. Donc on est assez fort aux antipodes de ce qui se font
de ce qui se fait actuellement. Généralement, une barrière de péage, c'est un peu comme un ovni qui a atterri sur l'autoroute, c'est totalement interchangeable. On voit les mêmes en Amérique du Nord, en Afrique du Sud ou en Australie, etc. C'est sans aucun lien avec le lieu. Alors la question est, quel est l'intérêt de voyager si c'est pour rencontrer les mêmes architectures partout dans le monde qui n'appartiennent pas à quelque chose qui prend ses racines dans le paysage même. J'ai travaillé à peu près à la même époque à l'idée de restructurer les endroits qui sont délaissés, qui sont abandonnés dans la ville. J'avais remarqué à Bruxelles qu'il y avait de nombreux coins qui avaient été démolis et pas reconstruits parce que trop difficile, trop peu vaste pour ça, 3, 4 mètres, 5 mètres de largeur. Pour la promotion immobilière, c'est pas intéressant. Pour la publicité, bien. Donc, on peut afficher les slogans mercantiles pour nous pousser à consommer plus ce que nous n'avons pas besoin. Ce dont on a besoin, il ne faut pas la publicité pour nous convaincre de l'acheter. Donc, c'est une manière de dégrader l'espace public. Et puis, quand le coin manque, c'est la pierre angulaire de la rue qui s'est effondrée, et c'est une très grande dégradation de l'espace public. Donc j'ai très vite tenu à essayer de placer à ces endroits-là des petits lieux d'architecture poétique dont le seul but était de réintroduire un peu de végétal dans un monde très minéral, de nous réintroduire sur ce qui pousse, ce qui vit au rythme des saisons, qui change en permanence et qui peut en même temps nourrir une faune, des oiseaux, etc., des insectes, toutes sortes de choses. Voilà une tour qui était simplement, la partie ascenseur était en béton, jamais terminée, donc j'ai proposé de faire un énorme jardin vertical, 140 mètres de hauteur. Aucun de ces projets ne s'est réalisé, même si j'étais souvent très loin pour le présenter à la ville. Celui-ci a reçu un permis de bâtir, plan d'exécution, etc., jusqu'à remise de prix des entreprises. Et finalement, la ville n'a jamais signé le bon de commande. Voilà une grande cascade le long d'un hôpital dont le coin n'a jamais été construit. Il a été fait non pas comme les rocailleurs le faisaient au début du siècle, en essayant d'imiter le mieux possible des vrais rochers. Ici, c'est fait avec le seul matériau naturel que la ville produit, c'est-à-dire des déchets. Quand on refait un trottoir, on jette les dalles de trottoir. Nettoyer les dalles, enlever le mortier qui est à l'arrière prend trop de temps, donc on jette. Donc ici, tous ces strates sont faites avec des dalles de trottoir assemblées et avec un peu de terre à l'intérieur pour que les plantes continuent à pousser. Donc les rochers sont évoqués. Quand on se rapproche, on voit que ce sont des déchets. La cascade est alimentée par des capteurs solaires qui sont mis sur le toit de l'hôpital. Et plus il y a de soleil, plus il y a d'eau qui coule de haut. Et le travail devait être en grande partie fait avec des demandeurs d'emploi qui sont dans les missions locales pour l'emploi. Voilà à quoi ressemble un mur fait avec uniquement des déchets, des morceaux de béton et des dalles de trottoir dans mon jardin. Un expériment que j'ai commencé à mettre en place pour voir comment on peut réaliser ça. Mais le projet ne s'est pas réalisé finalement. Et maintenant, plus de 20 ans après, j'ai repris ce même thème et j'ai rajouté une difficulté supplémentaire ou une contrainte, c'est celle de proposer d'y loger les sans-abri. Je trouve que c'est totalement inacceptable que l'on puisse laisser dans les rues des gens qui sont des accidentés de la vie et qui sont ainsi abandonnés à leur triste sort dans des conditions excessivement pénibles. Je trouve ça totalement indécent. Et pour moi, la ville doit avoir cette réaction empathique vis-à-vis de l'ensemble de ces résidents pour
pour pouvoir accueillir tout le monde et créer ce lien qui doit pacifier les relations entre tous les habitants. Et c'est certainement par ce genre de comportement que l'on peut beaucoup plus facilement régler les problèmes que par des contraintes qui sont souvent plus difficilement acceptées et prises par les populations. Alors voilà quelques-uns des terrains que j'ai répertoriés avec mon atelier d'architecture. On en a trouvé plus de 300 à Bruxelles, et on a fait de multiples petits projets pour montrer à quel point la ville regagnerait en valeur intrinsèque si on pouvait pouvoir réhabiliter ces lieux. Des lieux qui ne seront jamais reconstruits si nous ne les occupons pas, parce que trop petits pour la promotion ou pour construire quelque chose, mais ça peut très très bien correspondre à un programme pour un sans-abri avec des dimensions minimum, celles de studio pour des étudiants, par exemple. Là, on est à une surface de 28 mètres carrés par logement pour être dans les normes en Belgique. Voilà l'exemple d'un petit terrain qui ne sera jamais réinvesti. Alors, un mur mitoyen, c'est évidemment pas ce qui est adéquat, puisqu'il est en attente d'une autre construction qui ne viendra pas, parce que pas les caractéristiques pour pouvoir faire quelque chose, et évidemment les publicités. Voilà ce que l'on peut faire en remplacement. Donc une grande partie de la construction est préfabriquée. Ce sont des matériaux biosourcés, c'est bois et paille. Il y a des enduits en terre, il y a des toitures végétales. L'ensemble des escaliers sont extérieurs et végétalisés. Et chaque palier est en même temps un petit balcon qui permet à l'ex-sans-abri de garder le contact avec la rue et de se retrouver dans un environnement qu'il a connu si longtemps, mais qui lui permet de garder ce contact, mais avec un regard inversé. Lui, il a toujours vu passer les gens en regardant de bas en haut. Et là, c'est lui qui va regarder de haut en bas. En inversant le regard, on inverse en même temps l'attitude, le comportement, la prestance de ceux qui occupent ce genre de lieu. Donc ces multiples projets sont actuellement en étude à Bruxelles. Plusieurs ont déjà été acceptés dans différentes communes. Ici à Molenbeek, ce coin a reçu un permis de bâtir. On a pu trouver les capitaux nécessaires pour la construction et nous allons maintenant prochainement démarrer la réalisation de 4 logements à cet endroit, avec dans la fente lumineuse que vous voyez là, les escaliers. Le terrain est très très petit, donc on n'a pas eu vraiment la place pour faire autre chose que cette cage d'escalier végétalisée et le pignon. Et il donne directement sur le canal. D'autres projets, multiples projets ont été faits à Bruxelles qui correspondent souvent à des idées de départ que je vous ai montrées tout à l'heure. Là, vous voyez une pergola au bout du piétonnier qui est occupé à se construire au centre-ville. Et cette pergola a la forme qui a été donnée au départ par ces premiers projets d'habitat que j'avais imaginé quand j'étais dans la maison Orejona, que je vous ai montré tout à fait au début. Et celle-ci est faite en fer à béton soudé et elle est couverte de plantes grimpantes et de lampes et de petites lumières pour la nuit. Je trouve très important de donner des identités très fortes aux lieux que nous habitons, parce que ça nous permet de créer des points de repère, mais aussi nous lier émotionnellement à des espaces qui sont des espaces de rencontre, des espaces d'échange, et qui créent à ce moment-là un affectif vis-à-vis de la ville et qui nous permet de la vivre avec
des attitudes qui sont positives vis-à-vis du lieu que l'on habite. Et c'est quelque chose qui est fortement oublié actuellement. On essaye, les urbanistes, les aménageurs publics essayent beaucoup de résoudre les problèmes techniques, mais ne vont pas jusqu'à donner des personnalités très particulières à ces lieux et qui font pourtant partie des besoins essentiels pour qu'on se sente bien dans un environnement urbain. Voilà encore des projets qui ont été faits avec les comités de quartier de Bruxelles qui m'ont mandaté pour plancher là-dessus, mais qui ne se sont pas réalisés en réalité. On va maintenant changer complètement de regard. On va prendre un regard un peu plus holistique vers ce que pourrait être notre futur. Ce que je trouve toujours fort intéressant parce que imaginer le futur permet de mieux voir ce que nous devons faire aujourd'hui et dans quel sens il est intéressant de nous diriger. Commençons par imaginer, ou plutôt nous rappeler ce que l'on imaginait du siècle prochain en 1900. En 1900, l'an 2000, elle nous apportait tout le bonheur du monde. On allait pouvoir résoudre tous les problèmes que l'on avait à cette époque et surtout on allait pouvoir bénéficier de technologies extraordinaires qui allaient nous apporter assurément le bonheur à tous. On est dans une vision excessivement positive du siècle prochain. Et 100 ans plus tard, notre vision du siècle prochain est apocalyptique. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit passé d'une vision aussi rêvée à une vision aussi cauchemardesque? Et ça, c'est une question importante qui va nous aider à pouvoir voir un peu plus clair dans ces possibilités d'avenir. Mais d'abord, c'était suffisamment dit, tout le monde le sait, la Terre va mal, le réchauffement climatique est un des périls qui nous guette. On sait que la Terre est malade, que nous ne faisons pas assez pour l'aider à sortir de son problème et qu'au contraire, ça s'aggrave de jour en jour. Ici, vous voyez les matières premières qui sont absolument indispensables pour alimenter une civilisation industrielle. Et vous voyez le temps qui nous reste pour son utilisation au rythme auquel on les consomme aujourd'hui. Il se fait que ce rythme augmente de plus en plus et on va tomber en pénurie bien avant ce qui est prévu là si nous continuons dans le même sens. Il n'y a pas que les matières premières, il y a aussi l'énergie, l'essence. Rien dans cette salle n'a été fait sans essence. Le nucléaire, l'ensemble de toutes les énergies fossiles que nous utilisons auront disparu ou en tout cas seront en totale pénurie d'ici moins de 100 ans. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus suffisamment d'énergie pour alimenter une civilisation industrielle? Pour changer de paradigme, il nous faudra de l'essence et de l'énergie. Donc, il est grand temps de commencer à entrevoir les choses totalement différemment. Les dessins que vous voyez là sont la plupart estampillés copyleft, c'est-à-dire qu'ils ne m'appartiennent plus, ils sont propriété de tout le monde. Parce que je pense que quand il y a une idée qui est intéressante à communiquer, il vaut mieux qu'elle puisse appartenir largement à tous ceux qui veulent les utiliser. Chacun de ces dessins est donc fait pour communiquer, faire passer un message, une idée. Le béton que nous utilisons très très largement pour nos constructions est un désastre au niveau de l'écologie. Le béton est le deuxième responsable au monde des gaz à effet de serre dans le domaine de la construction. Et c'est un des responsables de la hausse des températures. Mais pas que ça.
Pour un béton, il faut prendre du sable dans la mer. Le sable des déserts ne convient pas. Donc on va au large des plages pomper du sable et créer des grands trous qui est après comblé par le sable des plages. Et le sable des plages commence à manquer grandement par tout ce que l'on pompe continuellement. Donc on agit de manière à détruire très grandement la qualité de notre environnement et en permanence et de plus en plus. Nos villes sont une accumulation de petites boîtes hermétiques très peu communicantes, à peu près toutes les mêmes, qui nous isolent complètement les uns des autres, nous permettent de garder la température, c'est une bonne chose, mais certainement pas nous enfermer dans des endroits qui ne sont pas des lieux de communication. Alors ces bâtiments communiquent, mais qu'est-ce qu'ils communiquent? Comme ils sont insipides par eux-mêmes, ils communiquent des slogans publicitaires, puisque l'architecture n'a rien à dire autant qu'elle puisse servir à vendre des tas de choses. Donc on emploie nos architectures comme des vastes supports de slogans mercantiles. C'est dans ce sens-là qu'une grande partie du travail d'architecte se dirige. Et bien là, le bâtiment que vous voyez, il a été vendu comme un bâtiment vert, écologique. Ben oui, regardez bien, il y a quelques petits arbres malheureux là au-dessus, sur la toiture. Donc voilà comment on fonctionne, comment on essaye de faire du greenwashing, de faire croire que, alors que le but est totalement autre. Et il n'y a pas que des architectures insipides, il y a aussi les architectures mégalomanes, spectacles, qui sont à la taille des égos surdimensionnés, des architectes et des promoteurs immobiliers qui veulent que leur bâtiment soit vu de très loin, que ce soit un coup de poing dans la gueule, comme ils disent, parce que ça c'est formidable. Et une architecture spectacle, le spectacle c'est bien quand il dure 2 heures, on va au cirque, puis après c'est fini. Mais quand il reste 30 ans, quel est le sens d'un même spectacle 30 ans après? On ne pense pas que c'est la qualité de vie à l'intérieur qui doit primer. Comment on va cadrer le paysage, comment on va faire les relations. Non, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit le plus spectaculaire possible. Donc, ce que l'on voit réalisé par les ténors de l'architecture sont très loin des besoins réels que nous avons si on veut se remettre dans ce qui nous est fondamental, de ce que nous avons besoin, de ce qui nous fait vivre, de ce qui fait sens pour nous. Les véritables valeurs qui nous permettent d'envisager réellement un futur qui est durable va vers tout ce qui vient de la nature. L'économie circulaire, un déchet est une nourriture, est une ressource pour un autre organisme vivant, est un des grands principes. On ne jette rien. Commencer à s'inspirer de tout ce que fait la nature est pour moi tout à fait fondamental à l'ensemble de la réflexion de ce que je pose sur l'acte de bâtir, d'aménager une ville. La nature, c'est 3,5 milliards de recherche et de développement. Et tout ce qui n'était pas rentable n'a jamais été retenu. Le biomimétisme, c'est une manière d'essayer de voir comment la nature fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quelles sont les ressources que l'on peut trouver là, et comment est-ce qu'on peut commencer à apprendre. La nature, c'est notre mentor. Ce que vous voyez là, pour moi, c'est une merveille absolue. C'est un biobéton qui a des qualités à la fois techniques extraordinaires. C'est complètement lisse, tout à fait étanche, pas du tout poreux, il ne se désagrège pas, il est souple. Et il a été fait par un petit mollusque en prenant tout ce qu'il y a dans son environnement, à 1 mètre cube autour de lui, sans déranger personne. Et cerise sur le gâteau, il a absorbé du CO2 qui se trouve dans l'atmosphère pour créer cette coque magnifique. Alors là, c'est assez stupéfiant de voir que ce que lui fait, nous, on ne sait pas encore le faire.
Pas tout à fait. On commence à apprendre à le faire, on expérimente. Vous voyez là des bols, un banc qui a été fait de cette manière-là, en absorbant du CO2, en le faisant avec tout ce que l'on peut trouver dans l'environnement, comme ça peut se passer dans un massif corallien. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des laboratoires partout qui recherchent comment est-ce qu'on pourrait enfin arriver à faire des choses un peu correctement, des choses qui ont un sens d'avoir réellement un avenir. Ce que vous voyez là, c'est un immeuble tour qui est habité par les premiers citadins de la planète. Ce n'étaient pas les hommes, c'était les insectes sociaux, les termites, les fourmis, les abeilles, etc. Et dans cet immeuble tour gigantesque par rapport à leur taille, il est autoclimatisé. Pas 1 degré de différence alors que la température peut changer de plus de 30 degrés à l'extérieur. C'est formidable parce que ça, c'est une technique que nous ne savons pas faire ou que nous avons un peu oubliée. Parce que là, voilà une habitation au Yémen, à Sanaa. Les immeubles tours ont 12 étages, ils ont certains plusieurs centaines d'années. Ils sont magnifiques, complètement intégrés au climat, à tout ce qu'il faut sur place. Et les matériaux pour la construction ont été pris à quelques dizaines de mètres de l'endroit où les tours ont été construites. Ça, c'est quand même assez formidable de voir la beauté que cela peut avoir et la justesse par rapport à l'environnement quand on peut ainsi arriver à être aussi en phase avec avec nos ressources. Et moi, ce qui me fascine complètement, c'est de voir que quand ces habitations ont cessé leur usage principal d'habiter des gens et qui sont désertés, ils retournent à la nature et ils sont encore presque plus beaux qu'au moment où ils étaient complètement investis et habités. Le retour à la nature devient quelque chose qui est complètement intégré dans l'ensemble de la conception du bâtiment. C'est-à-dire que là, on prend en considération l'immeuble depuis la manière dont les premiers gestes vont être mis en place pour le construire jusqu'au moment où il va revenir à son état initial. Est-ce que la beauté de notre travail d'architecte, d'urbaniste, n'est pas de concevoir l'entièreté de l'acte de bâtir durant toute sa durée? Un bâtiment dont on peut s'extasier aujourd'hui par sa réussite, s'il a créé un énorme problème dans l'environnement pour pouvoir être mis en place et qui va devenir un jour un déchet qui va alimenter un tas de détritus quelque part, pendant quelques dizaines, centaines d'années, peut-on considérer qu'il est beau en soi? Je pense qu'on peut changer notre regard, l'élargir à quelque chose de plus holistique et de comprendre l'entièreté de son impact sur l'environnement et de commencer à voir les choses totalement autrement. Voilà un bâtiment qui a été construit à partir de terre, simplement de terre coffrée, où ici un mur intérieur, c'est aussi un mur en terre. Est-ce que c'est moins intéressant que s'il avait été fait en béton? On voit les couleurs, etc., l'ensemble. Et là aussi, il va revenir à son état initial de manière excessivement propre. Ces habitations en Irak ont été construites à partir de roseaux qui ont poussé à quelques centaines de mètres de l'endroit où on les a utilisés. Et regardez la beauté de cette architecture, en parfaite adéquation avec son environnement. La réponse est totalement créative et en phase avec ce qui peut se passer dans l'ensemble de ce qui est du paysage et de la nature environnante. On peut construire aujourd'hui très facilement de cette manière-là. Voilà une entreprise en Belgique qui construit des bâtiments à partir d'une structure en bois, isolation par paille. Voilà ce que ça donne une fois terminé à l'extérieur. Et voilà ce qu'on peut voir à l'intérieur. Est-ce que c'est moins bien que si ça avait été fait en béton? Et vous savez quoi? Ce sont des bâtiments qui sont respirants.
Je ne sais pas si c'est une notion qu'on a développée, mais c'est une notion fortement oubliée chez nous. C'est que les parois d'un bâtiment doivent pouvoir respirer tel que notre peau. Notre peau est respirante, elle est étanche. Elle est étanche à l'air et au vent et à l'eau, mais elle permet de dégager la vapeur d'eau que nous produisons tout le temps. Quand on fait un bâtiment en béton ou en acier ou dans la plupart des matériaux qu'on utilise, on a des matériaux qui sont transpirants, c'est-à-dire qui vont garder toute l'humidité que nous dégageons. Et nous devons mettre des systèmes de ventilation mécanique contrôlés pour arriver à dégager une partie de cela. Alors que les murs peuvent le faire naturellement si on construit avec des matériaux qui sont adéquats. Mais ça, c'est totalement respirant. Donc, toute la démarche que nous avons dans notre atelier d'architecture en Belgique, c'est de travailler avec ces matériaux biosourcés provenant de l'environnement immédiat et toujours dans cette idée de pouvoir le faire de manière à ce que ce soit aussi respirant. Voilà une toiture réalisée en chaume. Elle a poussé dans les champs. Elle reviendra à la nature à partir d'un certain moment. Est-ce moins bien qu'un autre type de toiture? Voilà un bioverre magnifique, la chétine d'une libellule. Créer des surfaces vitrées qui ressembleraient à la chitine d'une libellule, par exemple, est-ce que ce serait moins bien que nos châssis de fenêtres? C'est ce que j'essaye d'expérimenter par le dessin. Pour moi, le dessin est une manière de regarder si ça fonctionne ou pas, si ça peut être une solution ou si il faut s'écarter de cette piste de réflexion. Le fil que fabrique cette araignée est 3 fois plus solide que nos aciers à section égale. Et c'est en économie circulaire totale. Sa toile est recommencée pratiquement tous les jours. Une fois qu'elle a été utilisée et qu'elle a capturé quelques insectes, elle la remange pour la régurgiter et refaire une nouvelle toile. Magnifique exemple de réutilisation de l'ensemble des matériaux pour pouvoir faire des parois qui sont souples et qui sont entièrement bio. Une habitation qui serait faite d'une structure portante et refermée par une sorte de cocon de biotextile. C'est ce que j'essaye d'imaginer, même si je n'ai pas les techniques aujourd'hui pour les réaliser totalement telles que je le rêve. Je peux commencer déjà à le dessiner pour voir comment on pourrait se rapprocher de ça progressivement, arriver à faire des habitations qui sont faites à partir de matériaux comme ça. Le bambou est un matériau de construction magnifique parce que d'abord, c'est pas un arbre, c'est une graminée. Il pousse excessivement vite. En 2-3 saisons, il a atteint sa taille maximum. Il peut être utilisé. Et il peut servir de structure portante à des habitations déjà assez hautes, que l'on peut refermer là aussi par une sorte de biotextile. Et ça pourrait créer des habitations et des ensembles de construction qui pourrait faire des cités complètes à partir d'un matériau qui a poussé et dont son impact sur l'environnement serait positif ou neutre, mais en tout cas pas négatif, et créer ainsi des environnements totalement différents de ce qu'on imagine généralement actuellement. Un massif corallien, c'est l'emboîtement de multiples organismes vivants qui coopèrent l'un avec l'autre pour créer un environnement, un écosystème qui est résilient, très bien adapté et qui, à fur et à mesure du temps, ne fait jamais que s'enrichir. Les organismes sont de plus en plus complexes et de plus en plus stables, tout comme peut l'être un arbre. Alors pour moi, c'est l'exemple de ce que pourrait être un écoquartier, une cité, une ville, une habitation. Partir de cette
de ce constat-là est un point de départ qui me permet d'essayer d'être totalement en phase avec une projection d'un avenir qui serait durable et qui pourrait être envisagé comme la construction d'un futur qui serait soutenable et qui aurait réellement un avenir pour notre civilisation. Ici, quand je regarde cette magnifique structure, je vois une colonne, je vois des poutres, et je vois un hectare de capteurs solaires qui transforment l'énergie solaire en photons, donc en électricité. Et au Japon, il y a un laboratoire qui fait tourner des ventilateurs à partir de la photosynthèse. La photosynthèse pourrait un jour nous apporter, là aussi, des solutions absolument remarquables dans l'utilisation de ce tout premier grand principe qui a permis l'évolution de la planète et du vivant. Chacune des cités que j'ai imaginées est entièrement liée à un terroir, à un lieu spécifique. La cité des vagues doit sa morphologie, son architecture, l'ensemble de ces structures à ce qui se passe dans un environnement balnéaire. Si les vagues se forment naturellement dans la mer et dans le sable, c'est qu'ils sont en phase complète avec l'environnement, avec l'aérologie, et qu'il y a probablement lieu de pouvoir en tenir compte pour imaginer une ville qui prendrait son énergie de cet environnement et fonctionnerait en bonne relation avec tout ce qui se passe à cet endroit. Donc concevoir des habitations avec une typologie tout à fait orientée sur cette particularité est récurrent dans l'ensemble des travaux que vous allez voir sur les différentes cités. Je ne vais pas m'étendre à en montrer beaucoup, mais plus la démarche que je fais dans ces recherches qui sont chaque fois adaptées donc à un lieu particulier. Ici, j'imagine une cité existante. Si on veut être écologique, on ne va pas raser la ville et puis reconstruire dessus. Nous avons des constructions qui sont déjà pas mal adaptées. On peut les améliorer, refaire les façades, les pots extérieurs, peut-être adapter les toitures dans des espèces de promenades vertes, redonner à l'ensemble des parois de ces habitations cette relation très particulière avec l'environnement, les faire créer cette porosité entre tout ce que peut nous apporter le climat extérieur, la lumière, le soleil, etc., tout en préservant l'énergie que nous avons captée. Et le faire avec les matériaux issus du vivant nous permettrait d'imaginer quelque chose qui rentre dans cette idée d'une économie circulaire et durable, soutenable. Travailler avec le vivant, c'est rentrer complètement dans cette idée-là. Et chacune de ces hypothèses de développement sont faites soit sur des cités existantes. Ici, j'ai pris Shanghai comme point de départ, parce que cette ville est assez étonnante par la rapidité à laquelle elle se transforme. Et puis, comment est-ce qu'une ville comme ça pourrait évoluer, changer, se transformer? Donc ici, je suis parti d'abord de la pollution que cette ville peut générer. Et, certains jours, il y a un nuage complètement jaune, enveloppe toute la ville et empêche les gens de respirer. Et le fleuve jaune est réellement jaune de sa pollution. Et j'ai ici imaginé cette ville en 4 dimensions. J'ai intégré la notion du temps dedans. Vous voyez qu'il y a un curseur au-dessus et en dessous du dessin et qui représente des dates. Nous sommes côté gauche
en 2000, et plus on avance vers la droite, plus on avance dans le temps. Et plus on voit l'évolution que la ville peut faire durant les années pour se rapprocher de quelque chose qui serait bien plus durable. Donc on voit comment le vivant est devenu un matériau de construction et que c'est devenu le modèle pour pouvoir arriver à être en phase complète avec l'environnement. Alors introduire cette idée de la quatrième dimension dans les dessins, ça c'est quelque chose qui est récurrent dans mon travail depuis quasiment toujours. Ici nous sommes à Bruxelles en 1800. Et j'ai planté mon chevalet en hauteur et j'ai regardé ce qu'il y avait dans la périphérie de Bruxelles. J'ai réalisé ce dessin à partir de multiples gravures et plans cadastraux de l'époque. Et puis, 100 ans plus tard, on est en 1900. Alors ça permet d'imaginer l'importance des bonds que l'on peut faire dans les modifications du paysage durant un siècle. Et puis passer à l'an 2000, voir comment... cela a encore évolué vers une situation à peu près actuelle dans cette vision-ci, avec les voitures un peu dans tous les sens, l'industrie qui est revenue dans la ville. Et puis je peux, à partir de là, plus facilement imaginer quelles sont les transformations qui pourraient être souhaitables pour le siècle prochain. Alors, ce n'est jamais une hypothèse que j'essaye de vous dire qui est ce qu'il y a de plus probable. Ce n'est pas ma recherche et mon propos. C'est plutôt ce que je trouverais qui est le plus souhaitable. C'est-à-dire vers quoi est-ce qu'on pourrait aller si on veut renouer cette relation privilégiée avec l'environnement, si on veut augmenter la qualité de notre vie en réintroduisant la nature, le végétal progressivement dans la ville pour nous retrouver en phase et en lien complet avec notre lieu de vie. Alors ici, on est en 2200. Vous voyez que la ville est devenue bien plus végétale, que le chemin de fer est devenu une coulée verte, que toutes les toitures ont été végétalisées ou presque. Des passerelles permettent d'aller d'un côté à l'autre et ainsi de se balader dans la ville. Le canal a été couvert par une vaste résille. Il y a une vague qui défile en permanence, il y a des surfeurs, il y a des planches à voile, il y a toutes sortes de choses. Et les habitations sont faites en bio-verre ou bio-béton et sont des portions de paysages qui sont des promenades vertes en même temps. On habite une portion de paysage qui crée une suite dans l'ensemble de la ville et renoue ainsi complètement avec le vivant. Voilà un autre type d'exercice. Nos grandes villes ont une autonomie alimentaire de quelques jours. Donc, nous avons des réserves de nourriture dans nos magasins pour une semaine maximum. Qu'est-ce qui se passe quand une crise planétaire fait que les magasins ne sont plus alimentés? On n'a simplement plus à manger. Il se fait que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a créé une aussi grande fragilité dépendant d'un système lui-même tout aussi fragile. Nous dépendons entièrement d'un équilibre mondialisé. Et quand quelque chose bloque au niveau de la distribution de l'essence, par exemple, ou de l'argent ou de l'énergie, quelque chose comme ça, eh bien, on est réellement mal. C'est pour ça qu'on commence maintenant à réfléchir à ce que serait une ville qui aurait eu comme initiative d'essayer de
pourvoir à une bonne partie des besoins alimentaires par son espace habitable. Donc ici, il s'agit d'une ville telle que nous les connaissons. Elle n'a pas été fondamentalement transformée, mais il y a des toitures qui sont devenues des potagers. Les arbres dans les rues sont des vergers. Il y a des serres, et il y a des ruches, il y a des poulaillers, il y a des pigeonniers. Il y a tout un ensemble de choses qui peut nous aider à alimenter nos villes. Alors voir pousser ce besoin alimentaire aussi important que notre nourriture dans nos villes est aussi une manière de créer du lien et de nous faire ressentir ce qu'est, ce que nous sommes réellement. Et ça me paraît tout à fait fondamental, parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens dans les villes qui n'ont jamais vu pousser du blé ou des choses comme ça, et qui ne savent plus très bien ce que c'est que le rythme simplement de ce que peut être un potager, un verger. Créer une ville qui aurait comme but de renouer avec ces choses fondamentales, créer ces liens, mais entre les gens, pour moi, c'est tout aussi important de le faire avec la faune et avec la flore, avec l'ensemble de ce qui appartient à l'ensemble de la vie, serait aller dans une forme de mode d'expression qui est généralement assez différent de ce que l'on nous montre et de ce dont on nous parle. Et ce serait évidemment quelque chose qui nous changerait nos propres comportements l'un avec l'autre, parce que là, on est dans le lien, dans quelque chose de fort. Cette ville-ci est une ville un village avant l'industrie, un petit village rural, et nous avons de l'autre côté son pendant qui pourrait être celui futuriste. Comment peut-on imaginer un village dans une campagne qui intègre l'ensemble des technologies que nous connaissons aujourd'hui, captation du vent, du soleil, modeler un paysage pour créer des effets de Venturi et augmenter le rendement des capteurs solaires, etc. Ça fait partie des recherches que je fais. Là, vous voyez aussi un dessin en 4 dimensions dont le temps est intégré complètement à la représentation graphique. Mais je peux utiliser d'autres systèmes plus habituels, comme le dessin animé, à partir d'une photo de la Part-Dieu à Lyon, ce quartier commercial autour de la gare de Lyon, et tous les immeubles existants. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils n'ont pas été démolis, ils ont été réadaptés à simplement cette idée de travailler avec le végétal, avec le paysage, et lui redonner un sens dans quelque chose qui soit très lié à cette composante qui a été tellement oubliée dans nos villes. Donc j'étais artiste à résidence durant un an à Strasbourg, à Lyon, à différents endroits. Et voilà le même exercice sur Lyon. Le point de départ de ma réflexion est plus vers les quartiers périphériques, là où les barres d'habitation se sont étendues et ont généré de multiples problèmes par rapport aux gens qui les habitent, parce que c'est difficile de se trouver en relation affective, émotionnelle avec des lieux d'habitation aussi pauvres, secs, normalisés, uniformisés, standardisés, sans l'expression de la personnalité des gens qui l'occupent. Et c'est ça qui peut générer une tension, une envie de faire autre chose. Nous avons tous une tête différente, et heureusement,
pourquoi est-ce que nous n'aurions pas un lieu d'habitation qui ressemble un peu à notre tête, à ce que nous sommes, à notre identité? Donc pourquoi devons-nous habiter dans des endroits qui sont absolument uniformes? C'est là qu'on perd son âme dans quelque chose comme ça. Donc ici, c'est des propositions pour pouvoir retravailler là-dessus et redonner une signification qui nous permettrait de pouvoir nous inscrire dans un lieu en tant qu'individu qui a ses caractéristiques propres et qui n'est pas nié dans sa différence qu'il a avec les autres, mais qui affiche quelque chose qui peut être une richesse pour tous les autres qui peuvent aller vers lui pour comprendre tout ce qu'il y a en lui qui fait qu'il est unique. Voilà cette même vue de Strasbourg que j'ai dessinée sur un plexi. Et ces plexis étaient mis à quelques mètres devant l'ensemble du panorama qui montrait ce même paysage 100 ans plus tard. Ça permettait ainsi de mieux voir comment les bâtiments n'étaient pas détruits, mais réhabilités ou retravaillés à partir d'une structure existante. Alors, tout près de là, à l'endroit où étaient exposés les travaux de la cité végétale, avec les étudiants de Strasbourg, je leur ai proposé de créer des nids à partir de ce qu'ils pouvaient trouver dans l'environnement naturel. Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui se trouve dans leur environnement. Accrocher ces nids à des arbres par des systèmes de cordes et de poulies permettait de les monter et d'habiter avec les oiseaux dans la canopée durant quelque temps, et ainsi de concevoir un projet, de le réaliser et de l'habiter. Donc les étudiants ont réalisé ça. Ils communiquaient entre eux d'un nid à l'autre avec les appos, ces sifflets qu'utilisent les oiseleurs pour communiquer avec les oiseaux. Et ainsi, les oiseaux se sont retrouvés avec des nouveaux habitants. Et c'était une expérience en soi assez unique et très, très riche, qui était confrontée à, en même temps, l'environnement vivant local. Donc, je vois qu'il reste plus beaucoup de temps, on va aller un peu plus vite. Là, c'est le tram que j'ai réalisé pour Strasbourg, fait en petits modules pour évoquer quelque chose d'un peu plus souple. Nos trams sont très lourds et quand ils fonctionnent aux heures creuses, 4-5 personnes dans un tram de 60 tonnes, c'est pas très rentable. Donc, j'imagine des plus petits modèles. J'ai beaucoup travaillé sur les transports parce que les transports, c'est une manière de réfléchir la ville aussi. La réflexion part de cette idée que si la nature n'a jamais inventé la roue, c'est que la roue n'est pas rentable pour la nature. La roue veut dire les routes, les autoroutes, les viaducs, les voies ferrées, les tunnels. Ça coupe les réseaux hydrauliques et racinaires. Ça isole le paysage, tandis que la patte fonctionne dans tous les terrains. Elle monte les escaliers, elle franchit les gués, elle monte les rochers, etc. Donc, à Bruxelles, où j'ai travaillé sur le transport en commun, le tram, il y a un tram à pattes qui circule dans nos rues et qui montre ce que pourrait être l'évolution vers quelque chose qui est 100% biomimétique et qui montre que la nature a trouvé des solutions probablement mieux adaptées à nos besoins. Donc voilà, l'autre côté de ce tram, il est en version nocturne parce qu'il fonctionne la nuit aussi. Et ça, c'est une des dernières études sur lesquelles je planche actuellement. C'est un vélo à pattes. Ben oui, si la patte est mieux que la roue, pourquoi pas un vélo à pattes? Donc j'essaye de mettre au point un vélo à pattes pour me promener dans les rues de Bruxelles. Un engin beaucoup plus léger est quelque chose qui pourrait certainement être mieux adapté aussi à nos besoins. Donc un petit véhicule très léger qui prend son courant dans le rail électrique et qui est automatique nous permettrait de faire énormément d'économies. La réflexion est de se dire comment peut-on fonctionner avec les énergies renouvelables qui nous arrivent en permanence
Ça, c'est ce que je montre dans cette petite animation. Mais mes engins pourraient aussi être en grande partie en provenance d'éléments biosourcés. Voilà des fourches qui ont poussé dans un champ et qui ont pourtant des formes excessivement précises, très solides. Donc pourquoi pas imaginer des petits véhicules très légers, 2 à 300 kg pour 6 ou 7 personnes, qui seraient à partir d'une structure qui est biosourcée. Le tram modulaire ne s'arrête jamais. Un module sort du convoi, se met sur une voie de garage pour pouvoir sortir. Depuis maintenant plus de 10 ans, je roule avec un engin de cet ordre-là. Donc c'est un engin qui pèse 200 kg, électrique, qui roule à 90 km/h avec un pédalier. Je pédale, mais ce n'est pas obligatoire. Si je ne pédale pas, je peux faire 100 km avec un plein en énergie qui me coûte 50 cents. Donc cet engin me coûte par an entre 40 et 50 euros d'électricité. Mais avec des capteurs solaires, ça ne me coûte plus rien. Et je vais partout avec cet engin. Même sur autoroute, parce qu'à 90 km/h, on peut aller sur autoroute. Seul problème qu'il avait, c'est qu'on ne m'entendait pas arriver. Alors ça me gênait. Donc j'ai rajouté un bruit. Et le bruit, c'est un galop de cheval. Cataclip, cataclope. Alors évidemment, ça étonne un peu les gens. Alors sur autoroute, ce n'est pas suffisant, on ne m'entend pas arriver. Alors là, j'ai mis le bruit d'une locomotive à vapeur. Alors je vous garantis que quand je dépasse un camion à 90 km/h et qu'il entend un bruit de locomotive à vapeur, le bonhomme, il est assez surpris. Alors, mais maintenant, j'ai travaillé sur un autre véhicule qui est 3 personnes, 2 moteurs électriques, coque biosourcée en bois. Mais là, je suis en catégorie vélo, donc pas d'assurance, pas de taxes, pas de ceinture de sécurité. Je peux prendre les pitonniers, etc. Et je ne dois pas faire de crash test ni rien. Je n'ai pas besoin d'homologation. Et ça fait partie des recherches que j'aime beaucoup mener parce que je ne compte pas sur l'industrie automobile pour pouvoir arriver à nous donner ce qu'il faut. Leur savoir-faire à eux, c'est de tout compliquer et d'aller de plus en plus loin dans un sens qu'ils se sont donné comme but à atteindre. Une coccinelle, il y a 30 ans, c'était 12 000 pièces. Maintenant, c'est 250 000 pièces, la même voiture, la Golf. Quand elle a 2 moteurs, c'est encore beaucoup plus. Les voitures font plus de 2 fois la vitesse autorisée, certaines en tout cas par la loi. C'est complètement aberrant. Ce qui est une merveille, c'est le vélo. Le vélo a un rapport entre son efficience et l'énergie consommée qui est magnifique. Donc je pars du vélo pour pouvoir concevoir certaines choses. Ça, par exemple, c'est un engin magnifique. Donc je pars de cette idée-là aussi, un exosquelette qui me permettrait de me déplacer de manière beaucoup plus efficace. Vous savez, quand quelqu'un court, il emploie 50% de sa force pour simplement tomber sur une jambe, pour freiner le poids de son corps. 50% de sa force. Donc j'ai imaginé récupérer ça par un système de ressort qui va jusqu'aux hanches et qui me permettrait de ressauter plus haut la fois suivante. Donc avec une aile, ça me permettrait de planer et d'aller encore plus loin. Donc imaginez le futur, c'est une manière de refuser ce qui ne va pas dans notre monde et d'imaginer des choses beaucoup plus créatives qui pourraient être certainement des solutions à à un monde qui soit 100% durable. Commencer à imaginer des transports aériens qui soient biomimétiques est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Donc voilà un ornithoplane à ailes battantes dont l'extrado est couvert de capteurs solaires. Il est gonflé à l'hélium et il se déplace par battement d'ailes, parce qu'il n'y a rien de plus rentable que le battement d'ailes. Et ça, on peut faire avec l'énergie que nous avons en permanence sur la Terre. Voler en battant des ailes, c'est quelque chose qui est formidable et qui pourrait très très bien
se réaliser. J'ai traversé la Cité des Sciences à Paris en volant dans un engin comme ça, en battant des ailes simplement. Et je vous garantis que c'est tout à fait extraordinaire. On s'appuie sur l'air et on se déplace en battant des ailes. Donc ici, c'est dans un hangar parce qu'il y avait un peu trop de vent pour pouvoir voler à l'extérieur. Mais j'imagine un aérium où on pourrait voler avec les gens dans un espace où on apprendrait à voler en battant des ailes. Et là, on n'est pas dans un monde virtuel, on est dans la réalité complète de ce que l'on peut faire et de ce qu'on peut faire réellement en hauteur, etc. Et dans mon aérium, il y aurait un atelier en dessous où les gens pourraient fabriquer leurs propres ailes, parce que l'idée est de dire à tout le monde, vous aussi, vous pouvez voler de vos propres ailes. Ici, c'est dans mon jardin à Bruxelles. J'ai 2 grands arbres fastigés, dans lesquels j'ai installé un fauteuil qui est suspendu à un câble, à un treuil, qui est en bas de l'arbre. Et j'emploie un petit appareil qui s'appelle le biofeedback, qui analyse les ondes mentales. Et dès que je rentre en méditation, le biofeedback capte ça et envoie un signal au treuil. Et le treuil se met en route et je monte dans l'arbre jusque dans la canopée. Et tant que je suis en méditation, je suis dans mon arbre tout à fait au-dessus. Et je perçois l'ensemble de la ville à travers le feuillage. Mais ce n'est jamais que tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. C'est percevoir, comprendre, ressentir la ville à travers la nature et comment est-ce que cela peut enrichir et continuer à enrichir mon travail futur. Donc ça fait partie des choses qui me nourrissent et qui m'aident à aller plus loin dans ma réflexion, dans mon travail sur la manière dont on peut s'imprégner de l'environnement, de la nature, pour pouvoir faire des choses qui nous servent complètement. Voilà dans cette maison. Autre chose, une baignoire en bois que j'ai réalisée il y a une trentaine d'années. Vous voyez une rivière qui coule d'un côté pour alimenter le lavabo. Les cailloux que vous voyez à côté entre le lavabo et la baignoire servent à faire couler l'eau chaude ou l'eau froide. Le petit caillou noir a envoyé l'eau dans le lavabo ou dans la cascade de l'autre côté. Et l'eau jaillit de la plante comme d'une source. Donc tout ce qui m'influence, tout ce qui me fait vivre, c'est la nature. Et ça me porte complètement ailleurs. Un appareil sanitaire ne me fera jamais rêver, même s'il est bien designé. Ici, il s'agit d'une référence qui est fondamentale pour moi. Ici, c'est un travail que j'ai fait à Arquet-Senans, près de Besançon, dans la Saline Royale. C'est une habitation en chanfre, chaux, bambou, sable, tous des matériaux qui viennent de l'environnement. Ça a été construit avec Evelyne Adam, qui habite depuis plus de 20 ans dans une habitation comme ça, dans une petite forêt nourricière. Et elle ne vit que de son environnement et ce qu'elle fait dans sa petite forêt. Voilà le même processus, mais appliqué à la ville. Comment peut-on, dans un terrain résiduel, essayer de travailler avec chanfre et chaux et des matériaux comme ça. Ceci, c'est la dernière image de l'exposé avec cette vision sur ce que pourrait être notre futur, qui pourrait se construire sur ce que nous allons garder d'une civilisation industrielle qui peut encore nous apporter pas mal de choses en complémentarité de tout ce que l'on pourrait faire avec l'ensemble du renouvelable et du vivant. Et je termine par cette image pour me référer au site sur lequel vous pouvez avoir encore bien plus d'informations sur mon travail, des choses actuelles qui se passent, conférences, expositions, etc. Merci. Merci beaucoup. Extraordinaire exposé. Merci beaucoup. Merci, Luc. Merci. Restez là, restez là.
peut mettre la lumière. On peut allumer. On peut remettre la lumière la dans lumière. la salle. Quelle inspiration, on aura envie de vous entendre toute la journée et partir avec vous, rêver. Il y a quelques étudiants qui vont venir sur scène pour poser des questions, qui ont prévu de venir. Je ne sais pas où ils se trouvent, les étudiants qui ont préparé. En attendant qu'ils arrivent, j'ai une rapide question. Oui. Qui est sur... Allez-y, venez sur scène. Qui est sur la question du compromis. Parce qu'on voit bien dans votre première partie les propositions que vous avez faites plusieurs fois, qui n'ont pas forcément été acceptées. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est qu'on voit aussi, si on peut appeler ça des échecs, ou en tout cas des tentatives. Et ce qui veut dire que vous semblez avoir un parti pris, une idée, un militantisme derrière qui est une forme de conviction et qui signifie qu'il n'y a pas de compromis. Alors évidemment, je ne sais pas si, en vous écoutant, j'ai évidemment pensé à The Fountainhead, la source vive de Ayn Rand, dans lequel l'architecte ne fera jamais de compromis, puisqu'il a une idée, il a un parti pris, et il n'en fera jamais, puisqu'il est convaincu. Vous semblez également ne pas avoir de compromis et de suivre votre propre idée. Est-ce que c'est le cas ? Non, je ne me sens pas vraiment... non, je ne définirais pas mon travail comme ça. En général, je dis même un peu l'inverse. Je dis qu'en tant qu'architecte, quand je travaille pour un client, je suis l'interprète de ses désirs. Et j'écoute quels sont ses besoins, ce qu'il veut, vers quoi il tend. Et j'essaye le plus possible de me rapprocher de ses rêves à lui, de ce vers quoi il veut aller. Mais je ne pourrais pas le faire de manière correcte pour des gens dans lesquels je ne partage pas quelques convictions. Donc je ne me risquerais certainement pas à aller dans des domaines qui ne me parlent pas. Donc je suis un interprète limité à quelque chose qui doit être un choix clairement défini dès le départ de la part du demandeur qui vient chez moi parce qu'il aime ma façon personnelle d'interpréter ce qu'il va dire. Donc j'essaye de mettre ça très bien au point dès le départ, mais je vais suivre surtout tout ce qu'il va me demander. Mais il y a quand même un préalable, c'est évidemment que on privilégie le vivant, la nature, etc. S'il me demande un blockhouse, je dirais ça, je ne peux pas faire. Je le ferai très mal. Donc il y a des choses que je peux bien faire et des choses que je peux ne pas bien faire. Mais j'ai beaucoup travaillé avec des comités de quartier, donc où on travaille ensemble sur l'évocation d'idées et les travaux se font conjointement. Et c'est dans multiples discussions l'un avec l'autre où je m'adapte à la demande des gens. Mais c'est en général des additions de choses. Il y a ceux qui veulent et la manière dont moi je vais l'interpréter. Merci beaucoup. Nous avons peu de temps, donc on va passer aux questions et on demandera à la fois que les questions soient succinctes et, si possible aussi, la réponse pour tenir nos délais. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, merci pour votre présentation. Vous avez mentionné la rarification des ressources. Il y a une autre ressource qui va se raréfier de plus en plus avec le temps, c'est l'espace dans lequel on peut construire. Est-ce que vous pensez que l'expansion, par exemple, verticale des villes peut être une solution ou est-ce qu'il y a un autre moyen de contrecarrer ça ? L'hypothèse qui est faite généralement, c'est effectivement de dire que les villes vont continuer à croître. Rien dans la nature ne croît indéfiniment. Ce qui croît sans limite, ce sont les cancers, et ce n'est pas le bon exemple pour imaginer la croissance d'une ville. Donc la ville est amenée peut-être encore un peu à croître, mais probablement que la croissance va diminuer, et elle aura en tout cas intérêt à diminuer. Les mégapoles sont beaucoup plus difficilement vivables que des villes moyennes ou des petites villes. Une ville de 300 000, 500 000 habitants est bien plus intéressante que des très, très grandes mégapoles parce que la dimension crée plus de problèmes qu'elle n'en résout.
Je pense que dans l'évolution de la société, on va immanquablement trouver que, avec les difficultés croissantes que l'on va avoir, de pénurie de toutes sortes de choses, que la vie dans la campagne permet plus d'autonomie, de résilience, d'équilibre que dans les villes. Ce sera probablement plus facile de vivre à l'extérieur qu'à l'intérieur de grandes villes. Le développement de la permaculture, de l'agroforesterie, de toutes ces techniques d'agriculture permet d'imaginer de pouvoir très bien fonctionner avec des terrains plus petits, mais plus de monde pour pouvoir les accueillir. Donc, je pense que la croissance de la ville aura peut-être encore un temps, mais pas très très longtemps. Et de toute façon, elle n'est pas réellement souhaitable. Je pense que retrouver des équilibres dans des unités un peu plus petites, des villages, des choses comme ça, aura certainement une qualité de vie supérieure. Le fait de continuer à monter très fort en hauteur nous crée une dépendance considérable à l'énergie électrique, aux ascenseurs. Et donc là, une fragilité. Qu'est-ce qui se passe quand dans nos villes, on n'a plus d'électricité ou on est en panne d'électricité quand on habite dans un immeuble de 30 ou 40 étages? Là, on commence à avoir quelques soucis. Je place beaucoup ma réflexion dans l'idée d'une frugalité heureuse, d'une décroissance ou d'une possibilité d'un effondrement, de quelque chose comme ça, mais en tout cas pas dans la continuité du développement d'une civilisation basée sur la croissance illimitée, la consommation illimitée, etc. Et toute ma vision prospective va plutôt vers la recherche d'écoquartiers, de lieux où on va pouvoir trouver plus facilement son équilibre dans des zones soit périphériques, soit encore un peu plus à l'extérieur. Merci. Il y a dans votre travail une certaine exigence esthétique, la recherche d'une innovation technique aussi, une préoccupation écologique et dans certains de vos projets aussi une dimension sociale. Est-ce que, dans la mesure où tout ça a un coût énorme, vous appelez aujourd'hui à un financement public? Est-ce que vous n'avez pas peur que finalement cette architecture du futur, elle soit réservée à une élite, compte tenu du coût important qu'elle peut représenter? Non, je ne dispose d'aucun financement public. Tout est fait de manière en général bénévole. Ce qui m'aide un peu, c'est des conférences comme celle-ci, par exemple. C'est la communication. Mais en soi, pour moi, c'est pas réellement le problème. Je peux fonctionner en circuit économique et ça me plaît bien d'être en circuit minimaliste au niveau des dépenses financières et des choses comme ça. J'ai cherché à avoir une aide de la part de l'État en Belgique pour la construction des habitations pour les sans-abri. On a passé beaucoup de temps à monter des dossiers et des choses comme ça. On n'a rien pu obtenir. Chaque fois, ils nous disaient « c'est très bien, on adore votre projet, mais vous n'êtes pas dans les clous ». Et finalement, les solutions sont venues de mécènes qui nous ont apporté les moyens financiers pour réaliser le premier, et puis d'un partenariat qu'on a créé avec une société française qui s'appelle la Foncière Chenelay, et qui est un formidable partenaire parce qu'ils ont
les mêmes exigences que nous au niveau de l'humain et de l'écologie. Ils ont mis tous les deux à un très haut niveau. Et ça, c'est assez formidable. Donc maintenant, on s'est associés et on va pouvoir multiplier les projets parce qu'ils ont réussi à faire un business model qui nous permet d'un petit retour sur investissement par les loyers que peuvent payer les ex-sans-abri par les aides sociales qu'ils ont. Donc le montage est assez compliqué, mais tient tout à fait la route. Peut-on prendre les deux questions à la fois pour conclure? On a un problème de temps. Si vous pouvez bien donner vos deux questions, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Déjà, merci beaucoup. Je suis assez fascinée par le degré de précision avec lequel vous avez pensé vos villes du futur et le fait que ce soit des villes naturelles et résilientes. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas forcément abordé et qui me pose question, c'est par rapport à la surpopulation, le fait qu'on sera beaucoup plus de personnes sur Terre et avec les mouvements de population et peut-être les réfugiés climatiques qu'on risque d'avoir, comment en fait penser ce logement pour plus de personnes autrement, si c'est quelque chose, une chose à laquelle vous avez déjà eu l'occasion de réfléchir? La deuxième question. Oui, on prend la deuxième question tout de suite, oui. Donc, merci pour votre présence ici. Vous nous avez montré plusieurs projections de villes idéales selon votre imagination. J'aimerais savoir ce que vous faites au quotidien pour rendre cette utopie possible. Est-ce que vous travaillez avec des industriels, des collectivités territoriales ou peut-être des institutions académiques? Merci. Oui, donc la première question, c'est sur la croissance des villes. Je ne pars pas dans l'idée que cette croissance va continuer indéfiniment. D'ailleurs, on peut s'apercevoir qu'elle diminue. On commence à amorcer une courbe pas encore descendante, mais on voit qu'elle va... et qu'elle va diminuer à partir d'un certain moment. En tout cas, la natalité dans nos pays diminue fortement. Et on ne peut pas imaginer qu'on puisse être en équilibre sur la planète si la croissance de l'humanité continue à être aussi importante. Je ne sais pas si vous connaissez les proportions, mais nous avons, je pense, à peu près de masse d'individus et de personnes sur la planète en pourcentage. 100%, c'est toute la masse des mammifères. Il y a 36%, je pense, d'humains. Il y a 60% d'animaux domestiques qui sont là pour qu'on les mange principalement. Et on a à peu près 6% 4% d'animaux encore sauvages. 4%, c'est ce qui nous reste de la faune sauvage mammifère. C'est devenu véritablement dérisoire. Et nous avons besoin de l'ensemble de la faune et de la flore pour pouvoir être en équilibre sur cette planète. On ne peut pas continuer à prendre la place des autres habitants de cette planète. Nous devons rester à notre place. Ça, c'est ma conviction profonde. Nous faisons partie d'une énorme famille. Et ma famille, c'est l'ensemble du vivant. Et je ne peux considérer ça que comme ça. Et si la famille des êtres humains continue à se développer de manière totalement anarchique, elle va arriver vers sa propre autodestruction d'une des trois façons possibles, ou la pandémie, ou la famine, ou la guerre. Mais je ne veux entrevoir aucune de ces trois solutions-là. Donc je pense que la seule solution raisonnable serait de partir vers une diminution ou une stabilisation et puis légèrement diminution de ces populations. Et comme mes hypothèses de travail sont ceux qui sont d'un monde qui est un monde désirable, mes hypothèses vont vers, en tout cas, une stabilisation
Et je pense à plus long terme aller vers une diminution, en tout cas dans certains pays où les surpopulations créent de véritables problèmes. Alors ça, c'était la première question. La deuxième question... La deuxième question, c'était de savoir quelles sont les actions que vous menez au quotidien pour rendre votre utopie réaliste dans 50 ans, 100 ans. Est-ce que vous travaillez avec des entreprises, avec des institutions académiques, des collectivités territoriales, etc. Mes partenaires principaux sont Biomimicry Europa. Je suis un des membres fondateurs de Biomimicry Europa, le seul qui n'est pas du tout scientifique, qui n'a aucune capacité de ce côté-là, mais je suis nourri par eux. On travaille ensemble sur ces hypothèses. Je lis, je me renseigne, mais c'est avant tout là que je vais trouver ce qui pourrait nourrir une réflexion sur notre avenir. À travers ces contacts que nous avons, je peux ainsi émettre des hypothèses, les faire valider ou pas, et voir quels sont les scénarios qui sont plausibles. Parce que je ne refuse complètement d'être dans le domaine du rêve ou de l'imaginaire, du fantasme. Ça, c'est excessivement dangereux parce que le rêve, on ne le contrôle pas. Il peut devenir un cauchemar très rapidement. Et puis, on est dans l'illusion de quelque chose qui n'a aucune chance d'exister. J'essaye simplement de parler des bases qui pourraient être des développements possibles. Et je pense que parmi les choses que je vous ai montrées, ce n'est pas plus irréaliste que de construire une fusée sur la Lune en 1960. En 1960, personne ne sait comment faire. C'est une utopie complète. Mais 10 ans après, c'est réalisé. Parce que là, on a mis les efforts nécessaires, on a mis les intelligences, les capacités, les budgets étaient illimités, donc on est arrivé à des solutions. Et si on prend les choses dont je vous ai parlé, ce seraient des avancées techniques qui pourraient servir à tout le monde. Aller sur la Lune, est-ce que ça nous a fait avancer, nous, énormément par rapport à notre problème que nous avons sur notre planète? C'est ça la question que je pose, c'est où mettons les moyens financiers nécessaires pour arriver à ce qu'on puisse trouver des réelles solutions pour pouvoir arriver à vivre correctement dans cette magnifique planète qu'est la Terre. Merci infiniment, Loïc Schuiten, d'être venu.